Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux pour ce temps fort lié à la cybersécurité. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Frédéric Varembourg, en charge du numérique à la CCI Grand Lille. Donc dans les médias, on peut voir régulièrement apparaître le sujet de la cybersécurité. On pourrait penser en fait que c'est une mode, une tendance. Non, il n'en est pas. C'est bien au contraire. La sécurité informatique a toujours été une priorité. Si le sujet est récurrent, c'est parce qu'en fait, avec la multiplication des terminaux digitaux, l'éclosion des réseaux sociaux, l'éclosion aussi des objets connectés, les failles sont de plus en plus nombreuses. Les pirates rivalisent d'ingéniosité pour subtiliser à la fois vos informations et votre argent. Alors pour aborder ce sujet, la session va se décomposer en 3 temps. Vous aurez un premier temps sur les enjeux globaux de la cybersécurité, un deuxième temps sur les solutions et un troisième temps pour les questions. On va essayer de garder 20 minutes pour les questions après. Alors, nous avons fait appel à des experts, comme vous pouvez voir. Donc, je vais essayer de les présenter. Donc, le colonel Pichard, le lieutenant Lefebvre, le colonel Delacruz et Joseph Graceffa. Donc, je vais donner la parole pour les enjeux globaux de la cybersécurité au colonel Pichard. Oui, vous pouvez vous présenter. Bonsoir, je suis le lieutenant-colonel Delacruz, je suis en charge des partenariats et des questions de cybersécurité au sein de l'état-major de la région de gendarmerie Hauts-de-France. Bonsoir, je suis le lieutenant Lefebvre, le chef du groupe cybercriminalité de la section de recherche de Lille. Bonjour, je suis le colonel Pichard, commandant la section de recherche de Lille. Bon, on va commencer pour l'aspect gendarmerie, puis on vous laissera la main après. Ok. Donc, voilà, nous sommes ici en lieu et place du général Vata-Angoire, qui, malheureusement, vous pouvez le comprendre, n'a pas pu arriver jusqu'à vous en raison des grèves. Donc, il nous a mandaté pour venir le remplacer et vous parler des risques cyber. Le délai qui nous est imparti est d'une 20aine de minutes, comme on vient de vous le rappeler. Donc, on va faire des choses assez simples et on répondra bien entendu à toutes les questions que vous voudrez bien nous poser à l'issue des 2 présentations. Par rapport à mon positionnement, je ne suis pas sûr que dire que je suis le colonel commandant la section de recherche de Lille, ça vous positionne, ça vous permet de savoir qui je suis. Donc en fait, je suis au niveau de la région zonale l'un des 2 correspondants qui traitent du haut du spectre en matière de criminalité. Et dans ce haut du spectre de la criminalité, en dehors des atteintes aux biens, des atteintes aux personnes, donc de tout ce qui est bande organisée, de tout ce qui est homicide, on a également tout un domaine d'action qui est lié à la délinquance financière et à la cybercriminalité. La section de recherche de Lille Villeneuve d'Ascq, étant donné que nous sommes au chef-lieu de la zone de défense, nous avons en plus la chance d'être bien fournis en matière de cybercriminalité, puisque nous disposons d'un petit groupe de spécialistes, je ne vais pas dire d'experts, donc des gens qui ont un niveau à peu près un niveau ingénierie en matière de cybercriminalité, dont le patron et le lieutenant si présent. Mon exposé, je vais le faire tenir en 4 ou 5 slides et en 3 temps. Premier temps, je vais vous parler rapidement de l'état de la menace, ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, la gendarmerie traite à peu près mensuellement 5700 plaintes qui ont attrait à la cybercriminalité par mois. Alors vous allez me dire, 5700 plaintes par mois, c'est faible, c'est pas grand-chose. Mais c'est déjà intéressant parce que c'est un chiffre, non, non, pas du tout, c'est nul. C'est tout petit, 5700 par mois, plaintes en cybercriminalité, c'est rien. Sauf que ce qu'il faut voir, c'est pas le chiffre, c'est l'augmentation du chiffre. J'aurais fait cette conférence il y a 2 ans, je vous aurais dit, on traite 10 plaintes par mois. Aujourd'hui, on est à 5700. Je reviens dans 1 an, je pense qu'on est à 10-20 000. Je reviens dans 4 ans, je vous dirai, on est à 40 000.
Ce qu'on ne mesure pas aujourd'hui, c'est l'augmentation exponentielle des plaintes dans ce domaine. On est tous victimes. Le seul problème, c'est que la majorité des victimes ne se connaissent pas victimes. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on met sous le risque cyber. Qui est attaqué, pourquoi on est attaqué, comment on est attaqué, qu'est-ce qu'on peut faire et vers qui se tourner. Ce sont généralement les grandes questions que les gens se posent. Il n'y a pas de statistiques mondiales en matière de cybercriminalité, mais les sachants avancent un chiffre en disant que 80% de la délinquance mondiale aurait attrait à la cybercriminalité. 80% de la délinquance mondiale. Déjà que les 20% qui restent, on a du mal à les gérer et à les traiter, imaginez le 80% qui reste. Donc il va falloir que tous les services de police, de gendarmerie, les douanes, tous les gens qui font du judiciaire se jettent vraiment dans ce domaine d'action qui devient majeur aujourd'hui. Si vous voulez demain devenir connectés, ou puisque vous êtes déjà connectés les uns aux autres, le risque existe et le risque est d'autant plus grand. L'état de la menace. Je vais détailler ce paragraphe en 3 parties. Pour moi, il y a 3 grandes menaces. La première, ce sont ce que je qualifierais les attaques intérieures. Alors, j'ai un jargon, je ne suis pas un expert en cybercriminalité. Je suis un expert en délinquance. Donc, voilà, généralement, je n'ai pas le jargon que pourrait utiliser le lieutenant, et c'est pour ça que de temps en temps, il va me couper pour revenir sur certains points précis, peut-être sur certains exemples. Les attaques intérieures par intrusion sur les réseaux des entreprises. Alors, pour faire quoi? Pour pirater les centres téléphoniques. Ça, c'est une menace classique, connue, qui aujourd'hui change de forme puisque les réseaux téléphoniques sont différents. Pourquoi faire? En fait, ça vous fait de la surfacturation. Vous en rendez pas forcément compte, vous avez plein de surfacturation, il est possible que votre réseau téléphonique se soit fait pénétrer. Des attaques intérieures par intrusion pour faire quoi? Pour vous voler des données stratégiques. Certaines de vos entreprises, toutes vos entreprises, concourent à la stratégie économique du pays. Il n'y a pas de petite entreprise, il n'y a pas de grande entreprise. Chacun, à son niveau, détient une partie stratégique de l'économie française. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans une autre vie, j'ai travaillé avec Areva et j'ai vu une entreprise que personne ne soupçonnait, une petite PME qui fabriquait une pièce grande comme ça. Et en fait, sans cette pièce, c'est l'EPR qui prend 6 mois de retard dans sa construction. Si cette entreprise est attaquée, c'est la seule à fournir ces pièces au niveau mondial, et l'EPR prend 6 mois de retard dans son délai de construction. Donc, la stratégie, vous faites tous partie de la stratégie économique. Attaque intérieure par intrusion, également, pour faire quoi? Pour engager vos machines dans ce qu'on appelle le botnet, donc en faire des zombies. Vos machines peuvent être utilisées à vos dépens, sans que vous le sachiez, et peuvent, à cette occasion-là, héberger des contenus illicites, sans que vous le sachiez. De la propagande terroriste, de la pédopornographie, par exemple, les exemples les plus classiques. Donc on a des entreprises qui ne savent pas, qui hébergent à leur insu toutes ces données-là. Alors forcément, quand la police ou la gendarmerie vient les voir et commence à faire des copies de disques, les gens se posent des questions, et puis d'un seul coup, le masque tombe et ils ne comprennent pas. Attaque intérieure par intrusion, pour également faire transiter par vos serveurs des contenus illégaux. Typiquement, vous pouvez détenir dans vos serveurs des données illégales, ce que j'ai précédemment évoqué, mais vous pouvez aussi servir de proxy, c'est-à-dire de machine relais qui permet de passer d'une machine à une autre. Donc vous pouvez utiliser, en fait, dans le cadre de vos composantes machines. Parce que, en tant que patron d'entreprise, vous pouvez avoir beaucoup de mal à détecter. Attaque intérieure par intrusion, pour faire quoi? Pour faire du ransomware.
Donc en fait, il arrive que certaines entreprises trouvent que tous leurs fichiers d'un seul coup sont cryptés ou disparaissent. Et les fichiers sont rendus à l'entreprise à partir du moment où vous payez une rançon. Ou on vous donne un code pour que vous ayez à nouveau accès à vos fichiers. Ça, c'est une pratique qui se multiplie à l'heure actuelle. Et j'allais dire peut-être le plus important, pas pour l'entreprise, mais pour nous tous qui sommes des individualités et qui sommes des individus qui existons quelque part dans l'une de vos entreprises, attaque intérieure par intrusion de votre réseau. Pourquoi? Pour des vols de données personnelles. Vous êtes client d'une enseigne, vos données personnelles peuvent être récupérées pour être vendues sur le marché, pour faire des fausses identités, pour plein de raisons, pour récupérer des codes, créer des cartes de crédit, et ainsi de suite. Donc ça, si vous voulez, c'est rapidement l'état de la menace que j'ai qualifié de menace intérieure par intrusion. Après, une autre forme de menace qui se développe en ce moment, qui est ce que j'appellerais l'usurpation d'identité. Donc ce que nous on appelle les escroqueries aux faux ordres de virement, les faux VI. Alors certains d'entre vous en ont entendu parler, certains n'ont peut-être pas vu, mais c'est quelque chose qui est très présent à l'heure actuelle et qui part à l'étranger. On a un plat d'exemples. Alors on se pose souvent la question de pourquoi cette entreprise s'est fait attaquer. À certaines entreprises, on réclame 10 000 euros, à d'autres, on réclame 50 millions d'euros. Et vous avez des patrons d'entreprise qui paient, pensant que c'est eux-mêmes qui ont passé la commande. Ce qui est parfois assez incroyable. Donc, c'est une menace que j'ai mise de côté parce qu'elle est très symptomatique, j'allais dire, du contentieux actuel. La dernière menace que je vois, toutes les menaces que j'évoque ne sont pas exhaustives, c'est celle qu'on est communément amené à traiter et à voir à l'heure où je vous parle. C'est des attaques que je qualifierais d'attaques externes, en vue d'une extorsion. C'est typiquement une entreprise qui va saturer les serveurs pour vous empêcher de travailler. Donc c'est ce qu'on appelle l'attaque par déni de services distribués. Aujourd'hui, vous avez des entreprises qui ne vivent que par le web. Typiquement Amazon, si le serveur d'Amazon est bloqué, le chiffre d'affaires d'Amazon, il chute. Mais ce n'est pas qu'Amazon qui chute. C'est toutes les entreprises qui utilisent les mêmes serveurs qu'Amazon qui se cassent la gueule. Et avant qu'un Amazon ait des problèmes, je peux vous assurer qu'il y en a beaucoup d'autres qu'en auront avant, vu la grosseur et du serveur que détient Amazon. Donc en fait, ça, c'est une attaque que nous, on voit de plus en plus souvent arriver. C'est celle qui utilisait ce que j'explicitais tout à l'heure avec les machines zombies. Donc en fait, vous avez d'un seul coup 5, 10 000, 20 000, 30 000 machines qui envoient des datas sur un serveur et qui le saturent. Certaines entreprises avec lesquelles on a été amené à traiter récemment, une journée de saturation du réseau se chiffrait en une perte de l'ordre de plusieurs centaines de milliers d'euros jour, montant jusqu'à 2 millions. Ce pourquoi l'entreprise d'ailleurs était assurée par son assurance jusqu'à 10 millions d'euros, sans que l'entreprise n'ait à se poser de questions. Donc forcément, l'entreprise avait tendance à dire « je paie », surtout si on leur réclame moins de 10 millions. Donc ça, c'est un petit peu l'état de la menace. Alors, elle n'est pas exhaustive, mon temps est compté. Maintenant, ce que je voulais aborder avec vous, je suis officier de gendarmerie, donc je vais vous vendre le dispositif gendarmerie. Il n'est pas unique, il n'y a pas que nous. Il y a également la police nationale. On a la chance d'être dans un pays où on a un triptyque policier. Les polices municipales, la police nationale et la gendarmerie nationale. Alors, la préfecture de police de Paris, je l'ai mise un peu à côté parce qu'elle est très particulière. Mais voilà, le triptyque policier français peut vous aider dans vos démarches, justement, pour mettre en évidence que vous avez été victime et pour vous aider à trouver des solutions. En gendarmerie, notre dispositif est étagé sur 4 étages. Donc, un étage local.
Donc vous voyez, vous avez les chiffres face à vous, c'est les correspondants NTech, c'est ceux qui sont tout en bas, où on en a 3000 personnes. La gendarmerie, c'est 100 000 personnes. Donc vous avez déjà sur les 100 000, vous avez 3000 personnes qui sont formées pour être des correspondants nouvelles technologies, NTech, nouvelles technologies. Ensuite, vous remontez d'un étage, au niveau des départements, vous avez 110 spécialistes en criminalistique sur tout ce qui est machine. Donc, quand je dis machine, j'entends les téléphones, les ordinateurs, tout ce qui a une composante numérique. Donc, avec un échelon de 110 techniciens qui font de la criminalistique. Vous remontez d'un étage, vous avez 150 enquêteurs au niveau des régions de gendarmerie qui font de l'enquête judiciaire. C'est les gens que je représente. Et vous avez l'étage du dessus avec un échelon national, avec un pôle d'excellence qui est détenu au pôle de Pontoise, avec 60 experts informatiques qui ont des capacités à faire des enquêtes d'initiative et surtout de venir en concours et nous aider quand la typologie est trop compliquée pour qu'elle soit abordée par un échelon régional. Donc l'étage, voilà, ça vous fait une fusée à 4 étages, avec à chaque niveau des gens que vous pouvez et que vous devez solliciter. Ensuite, ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire. Je ne suis pas forcément là pour dire que je fais tout, parce que ce ne serait pas aider mon lieutenant en disant que je fais tout. Il y a des choses qu'on fait, des choses qu'on ne fait pas. N'attendez pas de nous que nous fassions la sécurisation de vos entreprises. Il existe des prestataires privés, extérieurs. Je ne suis pas une entreprise concurrente du privé. N'attendez pas de nous que nous bloquions des virements bancaires. C'est aux banques d'agir et de le faire. N'attendez pas de nous que nous fassions des constats d'huissier chez vous pour être en capacité de vous dire si votre sécurité est optimale ou ne l'est pas. Pas plus que nous n'avons vocation à faire des audits techniques. N'attendez pas de nous que nous récupérions vos données. On a des gens qui nous sollicitent en disant « on a perdu nos données, est-ce que vous pourriez les récupérer ?» Techniquement, oui, mais ce n'est pas à nous de le faire. Nous ne sommes pas, je le rappelle encore une fois, une entreprise commerciale concurrente de ce qui pourrait exister dans le privé. N'attendez pas non plus de nous que nous fassions un relais d'alerte entre les sociétés pour dire un tel a été victime, attention, vous êtes potentiellement victime. Qu'est-ce que l'on fait pour vous? Justement, c'est par rapport à ce dernier point. Soyez assurés de notre discrétion. Si vous venez nous voir, ce n'est pas pour qu'on étale sur la place publique que telle entreprise ou telle autre a été victime et que, en gros, ils n'ont pas été en capacité de sécuriser leurs données. Parce qu'en fait, beaucoup de personnes se savent attaquer, ne viennent pas voir les services de police ou de gendarmerie parce qu'ils pensent aussi que ça risque d'avoir une diffusion qui sera beaucoup plus néfaste, une diffusion nationale qui pourrait être néfaste à l'enseigne. On n'est pas là pour diffuser une information. Bien au contraire. Quand vous venez voir un gendarme, c'est comme aller voir un médecin. On est tenu au secret professionnel. Donc, c'est pour ça que je disais qu'on ne peut pas créer de réseau d'alerte sur ce qui se passe dans les sociétés. Parce que ce serait un petit peu dire quel type de dossier on gère, qui est attaqué, et on n'est pas là pour rajouter de la menace là où il y en a déjà. Donc, ce que l'on fait pour vous, on vous garantit le secret de ce qui se déroule chez vous. Ce que l'on fait pour vous, c'est de l'enquête judiciaire. Bon, parfois, on fait un peu de prévention et d'information. Aujourd'hui, je ne suis pas en train de faire de l'enquête judiciaire, je vous fais une information, je concours à la prévention du risque cyber. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Du conseil technique a posteriori. Vous avez été victime, vous avez porté plainte, un service de gendarmerie se saisit, on va diligenter une enquête et on va être en capacité de vous dire là où vous avez peut-être des faiblesses et de vous conseiller.
mon rôle ne se limite pas à trouver des auteurs d'infractions. Mon rôle consiste également à faire en sorte qu'il n'y ait pas une réitération de l'infraction. Je suis officier de police judiciaire, je n'arrête pas que des voleurs. Je vais faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de voleurs. Je ne suis pas prêt d'être au chômage. Oui. Il n'y a pas que moi, je ne suis pas le seul interlocuteur, malheureusement. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? On peut faire des constatations, donc ça rentre dans le même cadre que le conseil technique, des constatations sur vos systèmes, sur des études sur la journalisation un petit peu de votre dispositif. Qu'est-ce qu'on peut faire également pour vous? On met en place ce qu'on appelle des techniques spéciales d'enquête. Donc des techniques spéciales d'enquête qui nous permettent, nous, d'utiliser finalement les mêmes pratiques que les pirates. Voilà, de façon assez globale. Mais dans un cadre légal et judiciaire, avec un juge ou un procureur qui a validé la technique d'enquête. Donc on sait faire, donc on a des moyens qui permettent parfois de remonter jusqu'à l'origine de la sauce. Alors, il y a beaucoup de personnes qui disent nous, ça ne sert à rien d'aller voir les gendarmes ou les policiers, de toute façon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça va être un truc qui va partir à l'international, un signal Tor, etc. On ne va pas retrouver l'IP de l'ordinateur, etc., etc. Bon, il faut quand même savoir qu'à l'origine d'un piratage, il y a souvent une origine humaine. Ce n'est pas les machines qui décident de vous pirater toutes seules. De vous à moi, le risque, il est humain, il n'est pas machine. Donc, une enquête judiciaire, elle n'est pas que technique. Elle est liée aussi au caractère humain. Et c'est pour ça que, dans ma dernière partie, je voudrais aborder rapidement, et je vais avoir fini, ce que vous pouvez faire pour nous. Moi, qu'est-ce que j'attends de vous, en tant que patron d'entreprise, ou même en tant qu'individu, tout simplement? Que vous ayez le courage de dénoncer les faits dont vous êtes victime, si vous en avez connaissance. Parce que sans dépôt de plainte, il n'y a pas de suite. Pas de suite, ça veut dire que la victime que vous êtes va se multiplier fois 5, fois 10, fois 100, fois 1000, fois 10 000, fois 100 000. Et au final, ce sera dramatique. Qu'est-ce que j'attends de vous? C'est que vous soyez en capacité de prendre des mesures conservatoires. C'est-à-dire déjà la journalisation de votre outil informatique. Qu'est-ce que j'attends de vous? C'est que vous suiviez le mieux possible ce qu'on pourrait mettre sous le label préconisation de l'ANSSI. C'est-à-dire, méfiez-vous des prises à contrôle à distance de vos machines, méfiez-vous des défauts de chiffrement, méfiez-vous des postes nomades, méfiez-vous des Wi-Fi, pensez à restaurer vos systèmes de sauvegarde. Qu'est-ce que j'attends de vous? C'est une prise en compte de tout ce qui est protection informatique, genre les firewalls, la maintenance logicielle, hebdomadaire. Qu'est-ce que j'attends de vous? C'est de la réactivité. Mais pas toujours une réactivité qui consiste à restaurer immédiatement le système qui a été perverti. Réactivité pour nous contacter avant de rétablir votre système. Puisqu'une fois que vous rétablissez votre système, généralement, la preuve du délit, elle disparaît. Vous l'avez écrasée. Donc en fait, c'est un peu dommage parce qu'elle m'empêche d'enquêter. Donc réactivité près des services, de façon à être en capacité de rapidement repasser sur une restauration de vos systèmes. Qu'est-ce que j'attends de vous? C'est que vous me désigniez un référent. Très souvent, quand on a des entreprises qui viennent nous voir, il faut que des sachants parlent aux sachants. Un colonel parle à des colonels, à des directeurs, un lieutenant avec son jargon de médecin, il parle à des médecins. Moi, quand mon lieutenant me parle, de temps en temps, je suis obligé de déchiffrer. Donc vos spécialistes informatiques, on a besoin d'avoir un référent informatique qui parle le langage machine, qui parle avec mes experts. Mais pas qu'un référent informatique. On veut aussi un référent ressources humaines. Parce que si vous avez bien compris le propos, c'est que sans l'homme, il n'y aurait pas de pirates, il n'y aurait pas d'attaque, il n'y aurait pas de cybercriminalité. Donc, quand vous venez nous voir pour un problème lié à la cybercriminalité, on a besoin de 2 personnes. Après, si c'est la même, tant mieux. Quelqu'un qui parle informatique et quelqu'un qui parle ressources humaines.
Qu'est-ce qu'on a besoin de vous? On a besoin de vous, en particulier pour que vous n'oubliez pas qu'en matière de rançonnage, le principe, c'est le non-paiement. Le rançonnage fonctionne, pourquoi? Les gens payent. Et les services ne sont pas au courant. Et tant qu'on paie, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Au contraire, on démultiplie les attaques. Plus vous payez, plus il y a d'attaques. Plus vous alimentez des fonds qui sont à l'origine de troubles que l'on ne connaît que trop. Qu'est-ce que j'attends de vous? Enfin, c'est un effort de formation pour sensibiliser vos personnels, parce que la faille à l'origine du numérique est souvent humaine. Voilà. J'en ai fini pour mes propos. En 2 mots, le lieutenant va vous présenter le dernier slide. Merci beaucoup, vous avez bien retenu tout ce que je vous ai dit. C'est très bien. Donc, comme l'a dit le colonel, ce qu'il faut faire quand vous êtes confronté à une attaque ou un problème qui relève d'une infraction numérique, surtout aviser la gendarmerie ou la police, prioritairement la gendarmerie bien sûr, et sur le volet qui ne nous concerne pas, la sécurisation de votre système à l'issue de notre passage, n'hésitez pas à fréquenter cybermalveillance.gouv.fr qui vous orientera vers les prestataires techniques accrédités. Et surtout, vous en parlerez très certainement, le règlement général sur la protection des données qui va entrer en vigueur le 25 mai. Voilà. Si vous n'y avez pas à penser, penchez-vous sur le sujet. Voilà, je vous remercie. Je voudrais remercier donc le colonel Pichard et le lieutenant Lefebvre. On va écouter maintenant Joseph Graceffa, qui représente lui le secteur du privé. Bonsoir mesdames, messieurs. Alors effectivement, moi j'interviens en tant que clusier en Nord-de-France. Donc nous sommes un club de réflexion, de partage d'expérience, d'experts en sécurité. Et quand je dis experts, je dis vos experts en sécurité dans les entreprises, vos entreprises, mais également les experts en sécurité, d'offreurs de technologies et de services en sécurité, qui sont les sachants qui aident nos entreprises à se sécuriser. Nous sommes l'émanation régionale, grande région du CLUSIF national, qui agit dans ce domaine depuis très longtemps. Nous sommes une association loi 1901, avec des règles très précises, notamment sur notre façon de dialoguer, la confidentialité de nos échanges. Il n'y a pas de journalistes, il n'y a aucun démarchage commercial, on est bien dans le partage d'expérience. Et nos membres sont essentiellement vos chargés de sécurité en entreprise, donc qu'on appelle communément le responsable sécurité des systèmes d'information, le RSSI. Cette nouvelle fonction qui est apparue avec le RGPD, qui s'appelle le DPO, donc le Data Privacy Officer, votre directeur informatique, ou même le dirigeant de la société, selon la taille de l'entreprise. Nous accueillons aussi des dirigeants d'entreprise qui viennent parler et échanger sur leurs problématiques de sécurité. Et nous sommes donc à peu près 45 membres dans cette association, tout type de société, de toute taille, et des institutions. Et nous sommes très fiers d'avoir ces institutions, comme nous l'évoquions auparavant, parce qu'il y a vraiment cet échange entre l'entreprise, le responsable informatique ou le responsable sécurité qui a un incident de sécurité et qui peut partager en direct, en toute confidentialité et même en toute convivialité auprès des instances présentes auprès de nous, l'ANSSI, la gendarmerie, la région, dont nous sommes très fiers d'avoir le soutien à chacune de nos réunions. Mon propos va être effectivement de vous parler un peu de quels sont les moyens de protection des entreprises. Alors, je ne suis pas là pour vous vendre aucune technologie, j'ai rien à vous vendre, juste vous faire pointer du doigt que pour votre sécurité, il faut faire un certain nombre de choses. Le colonel l'a évoqué, un certain nombre d'actions, de devoirs, mais aussi juste de aussi vous faire comprendre ce que vos responsables sécurité informatique, vos directeurs informatiques font déjà en matière de sécurité, ou s'ils le font pas, vous permettre de demain les questionner et voir s'ils ont déjà entrepris les bons outils, les bonnes méthodes. Alors, juste pour vous dire, c'est qu'on parle de sécurité de l'information, c'est pas quelque chose qui a commencé il y a 2 ans avec l'explosion des dernières attaques. On est vraiment dans de la sécurité qui est une très vieille histoire. Et la plus vieille des histoires, c'est une des plus vieilles, c'est effectivement ce codage César en haut à gauche, qui déjà, César, qui était en guerre, qui devait passer de l'information dans ses troupes, utilisait déjà des systèmes de sécurité pour rendre l'information confidentielle. Donc cette roue de César permet de dire que je décale mes lettres dans un message
Et normalement, la personne qui n'a pas la roue de César avec le bon codage est totalement dans l'incapacité de décoder le message. Il y a eu bien sûr le chevaux de Troie, et dont on parle encore maintenant, car c'est une technique d'attaque, ce qu'on appelle un cheval de Troie en informatique. Dès 86, on a eu le premier vrai virus qui commençait à passer d'ordinateur en ordinateur au travers d'une disquette qui s'appelait Brain. Et puis, en bas à gauche ici, je vous présente la Love Letter, la lettre d'amour, qui en 99 a été l'un des premiers vrais virus qui a fait le tour de la planète en quelques heures avec un simple email. Donc vous voyez, on parle déjà de choses qui datent un peu. Sont arrivés après d'autres techniques d'attaque. Les mots-clés sont présentés ici, donc Trojan, virus, spam, ces fameux hackers, ces fameux scammers, ces malwares, ces phishing. Voilà, vous mettez ça dans Google et vous comprendrez ça très facilement. L'état de la menace est réel, on l'a évoqué, et il a multiples facettes. Et puis enfin, le dernier volet, c'est cette démarche peut-être militante, peut-être motivée par des moyens financiers importants qui se trouvent dans vos entreprises, qui est la démarche cyberterroriste, activiste, alors activiste avec un H comme hackers, qui depuis clairement une bonne dizaine d'années maintenant commence à vraiment être visible dans certaines entreprises. Et là, je parle des Anonymous et tous ces groupuscules qui ont qu'un seul objectif. Alors le premier qui était de rendre une entreprise inopérante, puis après cet objectif s'est transformé parce que planter une entreprise, c'est bien, c'est amusant, mais elle peut se relever, et j'espère qu'elle se relèvera. L'objectif d'après, ça a été de dire, je vais lui voler des informations et de l'argent pour pouvoir financer d'autres de mes activités, et on est vraiment maintenant, et on le verra dans la suite de mon propos, dans des techniques d'attaque et d'intrusion qui sont pas là pour faire du mal indirectement, qui sont là surtout pour gagner de l'argent. Gagner de l'argent, parce que c'est vraiment le nerf de la guerre maintenant. Et ça se fait un peu sous 3 volets, très simple à comprendre. L'objectif de quelqu'un de malveillant, c'est déjà d'avoir une atteinte à la confidentialité de cette information, c'est-à-dire d'accéder à une information qui est censée être confidentielle, privée, rester dans un cadre limité à l'entreprise ou à un groupe de personnes dans l'entreprise. Voilà, le pirate va essayer d'aller chercher cette information auquel il n'aurait normalement pas le droit d'avoir accès pour pouvoir la récupérer, la diffuser à quelqu'un d'autre. L'intégrité de l'information, c'est de modifier cette information pour en avoir un intérêt. L'exemple le plus simple serait de dire chez un grand distributeur, par exemple, le pirate modifierait les prix d'achat, ou sur un e-commerçant, le super téléviseur à 429 € se retrouverait en quelques secondes, après une intrusion et une modification de l'intégrité du site web, à 29 €. Je vous laisse imaginer l'impact de cette publicité. L'autre impact qu'on voit et qui est évoqué avec les attaques par déni de services distribués, c'est ce qu'on appelle une atteinte à la disponibilité. Là, j'ai qu'un seul objectif, c'est que l'entreprise qui me dérange ou à laquelle j'ai envie de faire du mal ne soit plus visible sur Internet, ne soit plus accessible par téléphone, ne soit plus fonctionnelle sur un moment donné, sur une période. Et là aussi, il y a eu des cas concrets depuis de nombreuses années de techniques qui permettent de rendre une infrastructure informatique déconnectée d'Internet en quelques clics. Encore une fois, l'actualité ces derniers jours, faille de sécurité chez un gros fondeur d'équipements électroniques qui font que l'Internet fonctionne, un gros constructeur mondial de routeurs. Les routeurs, c'est ce qui connecte une entreprise à Internet. Une faille de sécurité découverte il y a quelques semaines, elle n'était pas exploitée, elle a été exploitée ce week-end avec l'interruption de service de ces routeurs, notamment avec un message politique d'un soi-disant pirate américain qui dit à tous ces machines piratées, arrêtez de jouer avec nos élections. Et bien sûr, les machines qui ont été piratées sont essentiellement en Russie et en Iran, pour bien démontrer le côté politique de cette démarche. Les risques sont palpables, sont réels. Les exemples sont concrets au quotidien, l'a évoqué le colonel. Un risque financier, ça coûte très cher aux entreprises. Et ce risque financier est lié à plein de frais qui seraient nécessaires à l'entreprise pour couvrir le risque qu'elle a subi, que ce soit du risque pour de la communication, de gestion de crise, de l'argent qu'on lui a volé, effectivement avec les fraudes au président, la réputation qui sera entachée. Si j'ai donné de l'information à une entreprise dans le cadre de son action et de son métier, et que celle-ci évoque qu'elle s'est fait voler mon information, comment je peux lui faire confiance? Comment je peux faire confiance à cette entreprise qui n'est pas capable de sécuriser les informations que je lui donne? Et puis il y a un risque légal, alors là qui va se transformer derrière en amende ou en prison éventuellement, mais il y a un risque réel. Il y a des réglementations, j'en évoquerai quelques-unes, qui font que une entreprise peut être condamnée aussi
pour avoir eu un défaut de sécurité, de ne pas avoir respecté un certain nombre de réglementations. Et ça coûte beaucoup d'argent. Et je ne pense pas que ça ferait bonne publicité si dans la presse, le dirigeant d'une grande entreprise de la région soit devant un tribunal condamné à quelques mois de prison pour un défaut de sécurité et un non-respect des lois en la matière. Donc vous voyez, c'est un vrai débat. Et pourquoi ce débat? Tout simplement, on l'a dit, parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Beaucoup d'argent en jeu. L'information est une mine d'or. Et toutes les entreprises génèrent au quotidien et à la seconde des millions d'informations qu'elles valorisent. Et bien, cette information a une valeur. Alors, elle a une valeur pour l'entreprise elle-même, mais elle a aussi une valeur pour son concurrent, qui va toujours y voir un intérêt, et elle a aussi une valeur pour ses cyberdélinquants, ces pirates, ces cyberterroristes, qui vont pouvoir monétiser cette information et gagner de l'argent. Alors, gagner de l'argent pour eux, gagner de l'argent pour une cause politique, pour une cause terroriste, gagner de l'argent pour faire un certain nombre de choses, ça a de la valeur. Alors, là, j'ai deux graphiques très intéressants. Le premier, c'est, vous voyez, c'est la courbe de la valeur en bourse de l'action Facebook. Vous voyez, ça monte. Effectivement, c'est une entreprise en pleine croissance qui démontre qu'elle commence à générer beaucoup de revenus. Donc, la valeur en bourse n'a fait que monter. Et puis, il y a quelques semaines, gros choc, grosse baisse de la valeur de Facebook, tout simplement quand sont sorties les informations sur le Cambridge Analytics. Voilà, cette affaire qui est en train de ressurgir là et vraiment d'être très médiatisée depuis quelques jours. Voilà, où on s'aurait rendu compte que, au travers d'une faille de sécurité, un partenaire de Facebook aurait eu accès à toutes les informations. Alors, on a parlé de 20 millions, 50 millions, 80 millions. Hier, on parle de 2 milliards d'utilisateurs, c'est-à-dire quasiment la base complète des utilisateurs de Facebook. Voilà, un partenaire technique qui avait accès à des logiciels offerts et proposés par Facebook a pu accéder à toutes les informations personnelles de tous les utilisateurs de Facebook. Alors, il y a un mot-clé qui circule sur Twitter, qui est le deleted Facebook ou fuir de Facebook. Là, moi, je vois juste, en tant que dirigeant d'une entreprise, voilà, mon entreprise est valorisée, elle a de l'argent. Alors, si j'étais le dirigeant de Facebook, je ne suis pas malheureusement, mais là, je me poserais sérieusement des questions parce que ma valeur en bourse vient de s'effondrer, j'ai perdu beaucoup d'argent, mon entreprise a perdu beaucoup d'argent, et l'impact sur l'image est bien sûr désastreux, sans compter tout ce qui pourra arriver demain quand les enquêtes auront été diligentées et qu'on aura trouvé des coupables. Et je ne vous cache pas que les dirigeants de Facebook seront certainement considérés coupables par défaut de sécurité, par non-respect des réglementations de la protection de la donnée. L'autre point, ici en bas à droite, alors je m'excuse, c'est écrit en anglais, c'est la meilleure information que j'ai pu trouver, qui me paraissait crédible, qui est relativement récente, c'est combien vos informations personnelles valent sur ce fameux dark web, ce fameux internet sous-marin bien caché, où on négocie de l'information, où on vend et on achète de l'information. Ici, quelques exemples, alors très américains, j'en suis le premier désolé, j'ai pas trouvé d'informations françaises récentes à jour, mais vous voyez que vos comptes utilisateurs sur Amazon, sur eBay, allez, globalement, ça vaut 150 €. Voilà. Ça permettra à quelqu'un de s'acheter des choses en votre nom sur Amazon ou sur eBay. Vos comptes, alors ça vaut pas grand-chose là, vos comptes pour regarder la télévision Netflix, ça vaut une vingtaine d'euros. Par contre, votre compte PayPal, votre compte, vos comptes bancaires et vos informations bancaires, là, ça vaut beaucoup plus d'argent parce qu'on est directement dans le porte-monnaie. Et là, on a une valorisation qui est estimée à 600 € à ce jour, et certainement beaucoup plus dès que un pirate aura trouvé la nouvelle faille de sécurité que personne ne connaît et qui va exploiter pour lui. Donc ça vaut de l'argent, et c'est ce qui fait que dans vos entreprises, vous avez des gens qui doivent traiter ces risques, traiter cette démarche de malveillance qui est au quotidien face à vous. Alors, la démarche de sécurité que vous devez avoir dans vos entreprises, que vous avez déjà, que votre responsable sécurité a déjà, est relativement simple. C'est un peu une démarche un peu continue. La première, c'est quels sont mes risques? Où est-ce que j'ai des faiblesses? Donc on parle effectivement d'audit, on parle effectivement de se faire accompagner dans ce domaine. C'est d'adapter la protection, la contre-mesure à ce risque. On ne va pas utiliser un bazooka pour écraser une fourmi, mais il faut bien utiliser la bonne contre-mesure, la bonne réponse à ces risques. Une autre démarche, c'est de se mettre en conformité. Alors, moi, depuis de nombreuses années, depuis plus de 20 ans que je fais de la sécurité, j'ai vu arriver les réglementations les unes après les autres. Après un incident de sécurité, comme par hasard, dans les mois, dans les années à venir, on a une réglementation qui arrive dans un pays, maintenant en Europe, on en parlera avec la RGPD, qui dit, bah voilà, on a constaté tellement de problèmes, il y a eu tellement de problèmes et attaques, que maintenant, c'est les États, c'est l'Europe qui réglemente et qui dit,
vous devez vous sécuriser de telle façon. C'est une obligation. Alors, vous savez comme moi, et mes amis gendarmes ici me le diront, nul n'est censé ignorer la loi et surtout doit la respecter. Donc ces réglementations vous obligent à vous sécuriser et feront que demain, potentiellement, un dirigeant d'entreprise se retrouvera dans un tribunal à s'expliquer sur le fait qu'il n'a pas sécurisé son système d'information et qui a été attaqué et donc compromis. Et puis cette démarche doit être cyclique. Régulièrement, je vais identifier mes nouveaux risques. Mon entreprise évolue, donc les risques évoluent. Je vais de nouveau adapter mes contre-mesures. Nouvelles technologies, nouvelles techniques d'attaque, nouvelles protections. Je vais de nouveau me mettre en conformité, car que je vous le disais, il y a des réglementations nouvelles. À peu près tous les 12-24 mois, on a un gros paquet de réglementations qui viennent apporter de nouvelles obligations. Alors ces réglementations, je les évoquais, on l'évoquait, il y a la CNIL qui a écrit pas mal de choses et qui fait pas mal de préconisations. L'ANSSI, effectivement, avec son guide d'hygiène, qui vous donne vraiment les bonnes bases, les bonnes pratiques. C'est des petits documents très pratiques, écrits, gratuits, disponibles sur le site de l'ANSSI. Donc allez-y, ils vont vous expliquer comment sécuriser votre mobile, ils vont vous expliquer comment sécuriser votre messagerie, en tout cas ce qu'il faut faire. Et nous avons des réglementations techniques, sectorielles, qui vous obligent à faire un certain nombre de choses en fonction de votre secteur d'entreprise. J'en ai mis ici deux principalement, que l'on voit à peu près partout. La première qui serait le PCI DSS. Alors c'est une réglementation, on va dire que c'est plus une norme sectorielle qui vient du monde bancaire, de nos grands fondeurs de cartes bancaires, Visa, Mastercard et consorts, qui, voilà, 2006, grosse faille et grosse attaque sur un certain nombre de distributeurs et un certain nombre de cartes bancaires sont volées. Alors, en 2006, on parlait très peu aux États-Unis de cartes bancaires avec une carte à puce, donc un niveau de protection assez faible, mais voilà, toutes ces cartes à puce ont été volées dans un système informatique et ont été utilisées. Ça a coûté beaucoup d'argent. Et puis, à l'époque, Visa, Mastercard, ils ont dit bon, c'est bien gentil, on va payer les transactions frauduleuses, mais ça commence à faire beaucoup d'argent. Donc ces gens se sont réunis et ils ont dit maintenant c'est fini, on va plus payer. Par contre, si vous ne vous mettez pas en conformité avec ces règles PCI DSS, qui sont à peu près de mémoire 120 règles de sécurité, ça mange 120 petites choses à respecter, on va plus vous autoriser à utiliser notre carte bancaire. Donc je vous laisse imaginer, je suis un e-commerçant et sur mon site, à la fin de ma commande, je ne peux pas mettre Visa, je ne peux pas mettre Mastercard. Comment je me fais payer? Je ne pourrais pas mettre PayPal parce que PayPal fait appel à Visa, Mastercard. Comment je me fais payer? Donc là, l'impact est direct. Donc PCI DSS est une obligation pour les gens qui font de la transaction financière. Il faut passer un peu de temps, mais se mettre en conformité est un minimum. Hébergeur de données de santé, pareil. Après des incidents dans les hôpitaux, notamment étrangers, certainement en France, mais en France, on ne le sait pas ou on ne le dit pas. Mais après des incidents, on a défini que, voilà, si dans mon système informatique, j'ai des données à caractère médical, personnel, je dois être sécurisé. Je dois avoir ce fameux décret hébergeur agréé données de santé, parce qu'il y a des exigences de sécurité particulières que je dois respecter. Et là aussi, c'est une démarche de conformité qu'il faut mettre en œuvre dans son entreprise, et puis la mettre à jour régulièrement. Comme toute démarche de conformité, c'est souvent une certification pour quelques années, donc il faut chaque 2, 3, 5 ans vous remettre en conformité. Et puis la toute dernière, effectivement on l'évoquait, cette RGPD, ce règlement général de la protection de données, vient de l'Europe. Donc il y a dans chaque pays des CNIL par pays, et puis il y a l'Europe qui s'est dit à un moment donné on va essayer d'harmoniser tout ça parce que la CNIL française elle fait des choses, la CNIL espagnole elle fonctionne autrement. En plus la CNIL espagnole elle gagne beaucoup d'argent parce qu'elle fait des grosses amendes, là où la CNIL française fait pas des grosses amendes. La CNIL allemande fait autre chose. Bon, l'Europe s'est réunie à 28 ou à plus, et ils ont décidé que maintenant il fallait créer quelque chose d'assez harmonieux qui refixe de nouvelles règles. Et ça c'est la RGPD. Et puis on l'a écrit dans nos deux présentations en même temps. Le 25 mai, cette réglementation devient obligatoire. Elle devient obligatoire. Elle a déjà été ratifiée au niveau français le 14 février, me semble-t-il. Donc, vous devez être en conformité. Donc, ça veut dire un certain nombre de choses sur la protection des données. Alors, je vous rassure, c'est pas trop des sujets techniques parce qu'il n'y a pas de grosses nouveautés techniques dans la RGPD. C'est juste un rappel des bonnes pratiques techniques. C'est surtout des process juridiques, des process sur le marketing, sur la façon dont vous utilisez les données de vos clients, de vos utilisateurs, de vos collaborateurs. Donc, globalement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Bon, la grande nouveauté, on peut quand même l'évoquer, c'est une vraie amende, une amende qui peut coûter jusqu'à 4% du chiffre d'affaires. Je vous laisse mondial du groupe. Donc, je vous laisse imaginer une grande entreprise mondiale qui se prendrait 4% d'amende, plafonnée à 20 millions. Quand même. Mais bon, 20 millions.
Moi, je suis dirigeant de start-up. 20 millions, ça me fait peur. 4%, ça me fait peur aussi parce que ça peut être aussi que ma marge. Donc, il y a une vraie nouveauté, c'est ces amendes. Il y a une autre nouveauté qui est d'avoir des gens responsables de la donnée à caractère personnel et qui la sécurisent. Et puis, ce sujet dont on évoque un peu moins souvent, mais qu'on voit beaucoup aux États-Unis, c'est ce droit, enfin, cette obligation à la divulgation de fraude. Comme j'ai dit tout à l'heure, après de grosses fraudes à la carte bancaire aux États-Unis en 2006, est apparu PCI DSS. En France et en Europe, on n'était pas harmonisé sur ça. C'est-à-dire que quand une entreprise se faisait pirater, ok, elle allait porter plainte, mais c'est pas pour autant qu'elle en faisait une publicité. Alors, bien sûr, faire la publicité quand on s'est fait pirater, c'est pas une bonne chose, mais il est bon aussi que lorsqu'on s'est fait pirater, que nos clients, nos utilisateurs le sachent. Et donc l'RGPD met ça en œuvre, permet aux entreprises, enfin oblige les entreprises à divulguer le fait qu'ils se soient fait pirater et les oblige à démontrer qu'elles ont mis les moyens pour que cette fraude soit la plus petite possible. Je ne vous cache pas qu'en Europe, certaines entreprises ne sont pas du tout prêtes à faire ça, mais ça va être la réglementation dans très peu de temps. Alors, sur quoi vos directeurs informatiques, vos responsables sécurité travaillent en ce moment? Et nous, on le voit avec notre 50aine de membres. Ils sont toujours en train de travailler sur des risques techniques d'attaque sur des équipements informatiques parce qu'il y a toujours dans les systèmes informatiques de nouvelles technologies qui rentrent. Alors, on a parlé du cloud, on en parle, et c'est plus qu'une réalité. Nos membres travaillent en permanence sur la sécurité du cloud parce que ça se sécurise différemment qu'un système informatique qui est dans une baie informatique dans le local informatique de l'entreprise. Les objets connectés qui sont très nombreux maintenant, les entreprises les ont souvent refusés, maintenant ils peuvent quasiment plus faire sans. La mobilité, bien sûr, les applications, et puis des mots-clés comme la blockchain, voilà, qui sont des nouvelles techniques de sécurité, de partage de l'information. Je ne rentrerai pas dans le détail parce que c'est très technique, mais voilà, ça exige des nouvelles démarches de sécurité. Donc ça, vos directeurs informatiques et responsables sécurité informatique travaillent certainement déjà sur ça. Ils se travaillent sur leur mise en conformité parce que il y a des échéances, il y a les RGPD, il y a les réglementations locales qui sont toujours en application. Et ils travaillent à surveiller ce qui se passe. Parce qu'on l'a dit, et le colonel l'a évoqué, c'est très important de savoir ce qui se passe dans mon système informatique, d'avoir des traces, de comprendre. Parce que le jour où il y a un problème, il faut que je puisse comprendre ce qui s'est passé. Donc, certainement, dans vos entreprises, on va vous parler de SOC, donc système opérationnel de sécurité, qui sont juste une espèce de grande tour de contrôle qui sert à surveiller la sécurité globale de l'entreprise. Le bug bounty, qui est... avant, je faisais appel à des experts en sécurité pour me faire un audit. Maintenant, je fais appel à des chercheurs en sécurité qui sont mondiaux, parce que la mondialisation, l'Internet me permet d'utiliser les compétences d'un chercheur en informatique, alors qui est un pirate gentil, qui serait un indien, qui me coûterait moins cher, mais qui serait beaucoup plus pertinent pour travailler que une entreprise locale où ils sont débordés, ils n'ont pas le temps et ça coûte un peu plus d'argent. Et puis, là aussi, je développe de plus en plus d'applications, je développe des applications agiles, rapides, et ces applications, plus elles sont développées rapidement, plus elles exigent de contrôle de sécurité, et donc il faut que je travaille régulièrement à toutes ces démarches. Voilà. C'est des mots-clés, mais globalement, si vous avez un directeur informatique soucieux de sa sécurité, il devrait vous parler de ça. Après, tout dépend de la taille de votre entreprise, bien sûr, mais nous, dans notre club, nous réunissons 45 membres, toute taille d'entreprise, de la start-up à 5 personnes jusqu'au grand groupe mondial à plusieurs centaines de milliers de personnes. Ils sont tous d'accord pour dire que c'est vraiment des sujets de préoccupation au quotidien pour les responsables sécurité. Et puis, pour terminer, je pense que je suis bien dans le timing, parfait. Voilà, je voudrais juste rappeler qu'il y a toujours des choses en cours qui existent, dont on a évoqué. La fraude au président, c'est effectivement le FOVI, j'ai un peu dyslexique. Donc cette fameuse fraude où quelqu'un va se faire passer pour le président, va essayer de toucher la corde sensible de la secrétaire, de la comptable. Voilà, on a là, dans ce type d'attaque, clairement des gens qui sont soit des acteurs dignes d'avoir plus d'un Oscar, soit des gens très intelligents qui ont compris comment fonctionne l'entreprise parce que ça fait des mois qu'ils sont introduits à l'entreprise et ils ont compris qui fait quoi, comment ça s'échange. Nous avons eu au sein de nos clubs, il y a à peu près, il y a moins d'un an, une intervention d'un dirigeant d'une petite PME de la région qui nous a expliqué comment il s'était fait voler plusieurs dizaines de milliers d'euros, qui était une vraie somme d'argent pour sa boîte, un vrai problème, tout simplement parce que son système de messagerie était piraté depuis des mois. Et le pirate, vraisemblablement chinois, a vu qu'il y avait des échanges de bons de commande par mail,
des fichiers PDF. Et ben, ce pirate s'est mis dans la conversation, il a commencé à modifier les montants sur les PDF, il a commencé à modifier les RIB qui sont envoyés par PDF, et globalement, notre interlocuteur, le dirigeant de cette société, s'est fait avoir parce qu'il a fait un virement vers un autre compte bancaire. Il pensait payer un de ses fournisseurs chinois, mais finalement, il a payé quelqu'un d'autre qui avait ouvert pour l'occasion un compte bancaire dans un autre pays. Et puis voilà, il n'a pas fait attention, il n'a pas compris. Sur le RIB, le pirate, avec beaucoup d'intelligence, avait utilisé un nom d'entreprise fictif très similaire à l'entreprise avec laquelle il travaillait. Le RIB avait été changé. Qui vérifie les RIB quand ils font un virement? Voilà, j'en vois qui soupirent, c'est un vrai travail. Et ben voilà, là, ça a coûté allez, on peut le dire, presque 100 000 euros à une petite PME de la région qui n'avait rien demandé, qui bossait très bien, qui était très contente de bosser avec ses partenaires chinois et qui a juste eu un problème parce qu'un pirate était dans son système de messagerie depuis plusieurs mois. On l'évoque ici, l'arnaque au président rend les PME tout à fait des cibles prioritaires. Alors tout simplement, c'est que depuis 5 ans, il y a eu des grosses attaques sur des grosses entreprises et les pirates ont compris que les grandes entreprises, elles s'étaient structurées, organisées, elles étaient sensibilisées. Alors, il y en a encore qui seront à voir, je ne vous le cache pas, mais maintenant je m'attaque aux plus petits, parce que les plus petits, ils n'ont pas encore sensibilisé la comptable au fait qu'elle doit vérifier le RIB avant de faire un virement. En bas à gauche, les techniques d'attaque qui s'appellent les ransomware, qui ont été évoquées par le colonel. Effectivement, il est très pénible de se faire bloquer son système informatique par un petit virus, un petit pirate malveillant qui va chercher, voilà c'est un exemple, qui va chercher quelques dizaines, centaines d'euros, mais à l'échelle mondiale, quand il voit que ça marche, il ne va pas s'arrêter. Et quand il aura bloqué des millions d'entreprises et d'ordinateurs, ça peut lui faire un peu d'argent si chacun paye cette rançon. Bien sûr, on ne paye pas les rançons, et il y a des outils pour revenir en arrière après une attaque par ransomware. Bon, c'est pas de chance, mais avec une bonne sensibilisation des utilisateurs, en leur expliquant qu'il ne faut pas cliquer sur n'importe quoi et pas mettre n'importe quelle clé USB dans l'ordinateur, ce genre de petits soucis devrait être géré facilement. Et puis on a une petite nouveauté ici à droite. J'en parle parce que les crypto-monnaies, les bitcoins et autres, sont d'actualité depuis quelques mois et sont aussi dans l'actualité de la sécurité informatique. Alors, je ne parlerai pas de la sécurité de certains bitcoins et autres, ce n'est pas du tout mon propos. Et là, je prends comme exemple une entreprise comme Uber qui s'est aperçue que ses ordinateurs, alors ses serveurs chez Amazon, donc autant vous dire des milliers de serveurs chez Amazon, commençaient à consommer de plus en plus de données et à être de plus en plus utilisés. Étonnant, Uber a regardé et a diligenté un audit, ses équipes de sécurité ont été voir, et en fait ils se sont aperçus que plusieurs milliers d'ordinateurs chez Amazon, donc c'est des ordinateurs qu'on ne voit pas, c'est des ordinateurs virtuels dans le nuage, je ne les vois pas dans mon data center, je ne les vois pas dans ma salle informatique, étaient utilisés par un virus qu'on appelle un cryptocurrency mining virus pour créer de la crypto-monnaie. Donc quelqu'un a infecté ces milliers de machines chez Amazon, les milliers de machines de Uber chez Amazon, les faisait turbiner gratuitement. Ouais, c'est payé par Amazon, c'est payé par Uber à Amazon. Donc Amazon gagne de l'argent, Uber en perd, et ce méchant pirate, en plus, lui, il se crée de la monnaie virtuelle qui a une valeur. Et ça, on commence à le voir. Alors, vous me direz, mais quel risque? Le risque, c'est que ces machines qui sont infectées, elles vont vous prendre de la puissance, elles vont consommer de l'électricité, donc je ne parle pas d'empreinte écologique, mais presque. Mais si elles savent faire ça, elles peuvent faire tout un tas de choses. Donc si vous avez ces machines qui peuvent créer de la crypto-monnaie, demain elles peuvent véhiculer des réseaux et des discussions terroristes, elles peuvent demain héberger de la donnée interdite, et vous êtes responsable. Et ceci conclut mon intervention pour vous dire que vous devez avoir dans vos entreprises des gens qui se chargent de votre sécurité et que nous serions heureux au sein du CLUSIR de les recevoir et de les avoir auprès de nous lors de nos échanges. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup Joseph Graceffo pour ce brillant exposé. Alors il y a un point, c'est si vous vouliez plus d'informations, vous pouvez assister à l'événement de la gendarmerie le 4 mai. Et un deuxième point, pour la formation RGPD, la CCI Grand Lille propose des formations aux entreprises. Donc allez sur le site et le contact c'est Rachel Vasseur. Alors, je pense que vous avez beaucoup de questions. La première est souvent la plus difficile. Moi, ce que j'ai retenu dans les exposés, c'était le
le côté humain. Je vais poser la première question, comme ça vous pourrez enchaîner. Donc, les petites attitudes, on a parlé de Wi-Fi, de clé USB, peut-être dans les salons qu'on récupère et qu'on subtilise les données. Vous avez un micro? Alors, qui veut répondre? Comment modifier son comportement au quotidien? Ça marche, oui. Bah, déjà, il faut devenir paranoïaque. Je suis désolé. Moi, quand je prends le train, à chaque fois, je m'amuse à regarder qui est connecté sur le réseau de la SNCF. Je m'amuse à regarder le nom des entreprises. Rien qu'avec le nom de votre téléphone, je suis capable de savoir qui vous êtes, ce que vous faites. En plus, comme il y a le Wi-Fi gratuit, qu'on prétend être celui de la SNCF, tout le monde est sur Internet. D'ailleurs, on ne sait même pas si c'est la SNCF qui a ouvert le réseau Wi-Fi. Ça se trouve, c'est un pirate qui est dans la salle, qui a ouvert un réseau Wi-Fi sur lequel vous êtes connecté, qui est en train de lire vos données informatiques. Donc en fait, le problème, il est là, c'est qu'on est tous des grands naïfs. On a eu pas mal d'échanges au téléphone, et en fait, la sécurité informatique, ça ne concerne pas d'abord les entreprises, ça concerne d'abord les individus eux-mêmes directement. Vos codes sont fondamentaux. Je suis épaté de voir que j'arrive encore à trouver les codes de personnes, avec la date de naissance, le nom du chien, le nom des enfants, l'année de mariage. Enfin, c'est tellement facile. Même mes enfants, vos enfants sont tous connectés, même si vous ne pensez pas l'être, ils sont connectés. Donc j'arrive encore avec mon faible niveau informatique à trouver les codes de mes enfants. Donc voilà, je pense que il faut il faut devenir paranoïaque. Surtout à partir du moment où on a tous un téléphone, on a tous un ordinateur portable, on a tous une tablette, on a tous une Game Boy, et ainsi de suite, parce que tout ça sont des moyens, dès qu'il y a du numérique, vous avez un outil de communication entre les mains. Et comme on veut que tout le monde soit connecté, hein, et comme tout le monde se connecte, voilà, c'est ça la grosse difficulté. J'avais un expert en informatique qui, quand il faisait ce genre d'informations, il venait avec son téléphone et il était capable de vous sortir là dans la salle les agendas de tous les gens qui sont présents. Alors, on en a parlé au téléphone, on l'a pas fait. Avec mon téléphone, j'ai accès à vos données, je sors votre agenda. Je suis sûr que ici, je sors 50% des agendas de la population qui est ici rassemblée. C'est pas drôle. Eh oui, mais en fonction de cet agenda, en fait, j'ai des données, vous l'avez bien dit, qui sont fondamentales pour tout le monde. Savoir que vous allez rencontrer un directeur d'entreprise à tel endroit, à tel moment, etc., c'est du domaine stratégique de l'entreprise. Donc en fait, on s'amusait à faire ça quand on faisait ce genre d'information. Il y avait un gendarme qui prenait son téléphone et puis il commençait sa conférence en disant « Bon, j'ai monsieur un tel qui est dans telle société, qui va aller dans 2 jours à tel endroit. » Bon, on le fait plus maintenant parce qu'on a compris que ça en faisait chromer pas mal dans les amphis, surtout celui qui était visé. Voilà, bon, c'est devenu un petit peu plus compliqué aujourd'hui de le faire, mais on peut encore le faire. Si nous, avec des outils simples, on peut le faire, imaginez des spécialistes du piratage. Donc voilà, l'humain, le facteur humain est essentiel dans le cyber-risque. C'est ce qu'il faut vraiment retenir. Alors je suis totalement d'accord, et effectivement, une des démarches, et d'ailleurs, je rejoindrai sur ce que vos responsables sécurité informatique doivent vous dire, ils doivent vous sensibiliser, ils doivent vous expliquer ce genre de choses, ils doivent vous expliquer pourquoi ils vous demandent de ne pas partir avec votre ordinateur portable, avec toutes les données de la boîte, dans un voyage de veille en Chine. Je pense que d'autres personnes vont en apprendre plus que vous en Chine que vous avec cet ordinateur portable. Alors effectivement, en matière de sécurité, on travaille beaucoup sur l'humain, beaucoup sur l'utilisateur. Il faut sensibiliser, c'est vraiment en permanence. Et surtout, moi, en matière de sensibilisation, c'est de faire naître l'esprit critique dans l'esprit de vos utilisateurs. Vous ne les ferez pas devenir des experts en sécurité informatique. C'est pas possible, parce que c'est pas dans l'esprit de tout le monde. Et puis, il y a des gens qui sont intéressés, il y a des gens qui vont. Mais par contre, leur faire remonter l'esprit critique, de leur faire comprendre que mon ordinateur, il est bizarre. Le ventilateur, il souffle tout le temps. Avant, il faisait pas ça. J'ai des fenêtres qui apparaissent. C'est bizarre, il y a quelqu'un qui me dit qu'il reçoit des emails de ma part alors que je lui écris pas. Voilà, esprit critique. Moi, ce que j'aime bien expliquer, c'est le sémaphore. Hein, c'est le feu vert, orange et rouge. Vert, je me pose pas de questions. Dès qu'il y a un truc qui est anormal, j'ai un feu orange et là, j'en parle autour de moi, je questionne. Voilà, je
Alors, j'efface pas tout de suite l'ordinateur, je l'éteins proprement et puis j'attends qu'on vienne m'expliquer, qu'on vienne m'aider, quoi. C'est vraiment de faire montrer cet esprit critique, que les gens se disent, est-ce que ça a du sens que je clique sur cette pièce attachée d'un email qui vient de quelqu'un que je connais pas, un email en anglais, voilà. Est-ce que ça a du sens que ma banque me demande mon numéro de carte bancaire? Est-ce que ça a du sens? Est-ce qu'ils n'ont pas quand même le moyen de le trouver ailleurs, quoi? Voilà, c'est de faire grandir cet esprit critique. On va prendre une question parce que l'heure avance. Bonjour, merci. J'ai, comme tout le monde, été victime dans mon entreprise d'un mail frauduleux où j'ai une de mes assistantes qui a cliqué sur le bidule, ça a tout crypté, puis nous a demandé du pognon pour décrypter. On a géré le problème nous-mêmes avec les sauvegardes, etc. Et on s'est dit, comme avec les téléphones portables, de toute façon, ça sert à rien d'aller voir la police ou la gendarmerie. Ils vont mettre ça dans un tiroir et ça va pas servir à grand-chose. On a d'autres choses à faire. Et donc voilà. Donc est-ce que c'est la même chose qu'avec les téléphones portables où on fait le papier à la gendarmerie et à la police, c'est pour avoir l'assurance, ou est-ce que c'est vraiment utilisé, il faut qu'on fasse vraiment cette démarche et que vous allez vous en servir, ou on gère nous-mêmes parce que c'est comme ça qu'il vaut mieux dépenser son énergie là-dedans, quoi. Il faut faire la démarche de venir à la gendarmerie et on va s'occuper de ce cas-là pour essayer d'en monter, savoir d'où ça vient et potentiellement les auteurs. Oui. Mais il est possible qu'en allant voir le gendarme, il vous regarde avec des grands yeux en vous disant tu m'emmerdes. Hein, ça, c'est possible. Parce qu'un médecin parle à un médecin, un spécialiste informatique parle à un spécialiste informatique. Il y a 100 000 gendarmes. Je vous ai montré qu'il y en avait 3 000 qui avaient une compréhension du phénomène. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'en fait, comme vous dites, à quoi bon? Si, à quoi bon? Il faut qu'on sache. Votre affaire m'intéresse. Celle que vous avez évoquée, sans citer le nom de l'entreprise ou en citant, m'intéresse. Ma première démarche, c'est me dire, mais sont-ils allés porter plainte? Parce qu'on ne peut pas avoir une image de ce qui se passe s'il n'y a pas de dépôt de plainte. Comment moi, je peux mettre en connexion votre affaire avec une affaire qui se déroule 30 km plus bas, avec une autre affaire? Ça se trouve, il y a une réitération, il y a une prolifération de ce phénomène qu'on ne sait. Voilà, vous êtes protégés, bravo, félicitations, mais ceux qui sont à côté ne sont pas protégés. Donc moi, la seule façon que j'ai de mettre fin au phénomène, c'est de partir avec quelque chose. Sans le dépôt de plainte, on démarre rien. Si je reprends l'exemple du téléphone portable, on sait que c'est facile de géolocaliser, etc. Mais n'empêche que quand on fait les informations, encore une fois, la gendarmerie et la police, on sait très bien que vous n'allez pas vous casser la tête à géolocaliser un portable et à courir après un portable. De la même manière que si tout le monde a été victime de ça, vous filez toutes ces informations-là, vraiment, elles sont chaque truc est traité. Et puis vous avez dit tout à l'heure, on n'est pas là pour récupérer vos données. Si on me vole ma bagnole et que vous la retrouvez, vous allez récupérer la bagnole. Sur les données, j'ai pas compris pourquoi justement vous étiez pas là pour aller choper le voleur et puis nous apporter ce qu'on nous a volé. Alors c'est Non, j'ai dit que j'étais pas là pour faire le travail de la banque. C'est-à-dire que pour bloquer un virement bancaire, c'est pas moi qui ai autorité pour bloquer un virement bancaire, c'est la banque. Donc en fait, mais pour mettre en action la banque, il faut passer par un dépôt de plainte. Donc voilà, moi il y a des choses que je fais, il y a des choses que je ne fais pas. Chacun son métier. Si vous pensez, parce que les gens qui font des faiseurs de virements, c'est ça le truc. J'en ai eu de 10 000 euros, mais j'en ai eu qui sont montés jusqu'à 50 millions d'euros. Alors les 10 000 euros, généralement, les boîtes s'en foutaient. 50 millions, ça a commencé à causer pour les boîtes. Où j'étais, en Normandie, si vous voyez, du côté d'Areva. Là, ça commençait à les inquiéter. Bon, la seule question qui les intéressait, c'est bloquer le virement. Ah oui, mais il s'est passé il y a combien de temps? Il y a 6 mois. Ah bah oui, donc comment voulez-vous que je bloque un virement qui s'est déroulé il y a 6 mois? Si vous me dites, le jour où vous cliquez sur le truc, bloquer le virement, là, je peux faire action près de la banque dans l'instantanéité. Mais après 6 mois après, bloquer un virement bancaire, pour qu'une banque en Israël vous recrédite vos comptes bancaires, ça va être très compliqué. Donc en fait, il ne faut pas nous demander ce qu'on ne peut pas faire. Même si le gendarme ou le policier qui va vous recevoir va mal vous recevoir parce qu'il ne va pas forcément comprendre l'intérêt que vous veniez déposer plainte, il faut le faire. Il faut nous obliger à travailler, même ceux qui ne veulent pas travailler. Il y a marqué gendarmerie nationale, police nationale. Notre problématique, elle n'est pas
elle est nationale. Le gars qui est derrière son guichet, il n'a pas le droit de décider s'il prend ou ne prend pas. Il faut que cet état de la menace, on le connaisse pour que les gens se mettent en capacité de travailler le phénomène. Parce que le problème, il n'est pas que policier, au sens générique du terme, il est aussi justice. Quand moi, je vais voir un procureur et je lui dis, là, j'ai un truc intéressant, il me regarde et me dit, vous avez une société. Enfin, si je vais le voir et je lui dis, j'ai 150 sociétés qui sont victimes de la même manop, là, on ne parle pas de la même chose. Ce ne sera pas la même enquête judiciaire. Mais si personne ne porte plainte, mes 150 faits, je ne les aurai jamais. Tous les faiseurs de virements sur la région, sur le Nord-Pas-de-Calais, on a demandé à ce qu'ils remontent à son service. Tous, sans exception. Ce n'est pas parce que son service va tous les traiter. On va donner à chacun, chacun fera son travail là où il peut le faire, mais c'est parce qu'on veut un regard, on veut être en capacité d'identifier des phénomènes et de faire des liens. C'est comme ça qu'on fait du judiciaire. Sinon, on ne mettra jamais fin au phénomène. Et puis, l'État, il faut qu'il donne des moyens aussi aux gens qui font de la cybercriminalité. Il faut qu'on démultiplie notre capacité à investiguer. On a encore le temps. Ouais. J'ai peut-être bon, il doit être classique celui-là, mais j'ai la soi-disant direction des impôts qui m'invite à vérifier ma déclaration d'impôt parce que je serai éligible à recevoir un remboursement sur ma dernière facture avec une pièce jointe. Si ça vous intéresse, j'ai là sous les yeux. Oui, faut regarder, mais ça, il y a plein de gens qui vous invitent à récupérer beaucoup d'argent sur plein de sites. Donc, en général, c'est un peu un canular. Généralement, les impôts, ils ne sont pas très, très modernes, ils ne le font pas par Internet. Ils le font par la poste et vous recevez un chèque directement. Et là encore, moi, ce que j'utilise en matière de sensibilisation sur ce type de fait mail, c'est changer le mode de communication. Ils vous écrivent par email, vous leur téléphonez. Ne répondez pas à l'email, parce que l'email va arriver dans une boîte aux lettres de quelqu'un de malveillant qui sait très bien comment y répondre. Donc là, Alors pour ce type de cas, vous pouvez signaler ça sur Internet, plateforme internet signalement.gouv.fr. Donc on a un centre national qui va traiter l'information, qui va la recouper et qui va éventuellement la traiter. Internet signalement.gouv.fr. Internet signalement.gouv.fr. Bon. On voit que pour tous ces petits spams là, voilà, c'est la plateforme de prédilection pour la dénonciation. On voit que le sujet vous intéresse, alors je vous invite à vous rapprocher